Alors, nous allons pouvoir commencer ce webinaire sur pourquoi la géostatistique est une bonne solution pour évaluer les risques géotechniques. Donc, je suis Hélène Binet, géostatisticienne et géophysicienne à Géovariance et donc consultante pour les études. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un cas d'étude que nous avons réalisé avec EDF. Et à travers ce projet, nous aborderons plusieurs problématiques comme le contrôle qualité des données, puis les différentes méthodes d'estimation que nous apporte la géostatistique afin d'analyser les risques géotechniques des modèles obtenus ou des cartes. Et je vous introduirai alors quelques notions de géostatistique pour expliquer les bénéfices que l'on peut tirer de toutes ces méthodes. Donc cette présentation va durer une trentaine de minutes. Donc avec ce webinaire, vous allez découvrir comment la géostatistique vous renseigne sur le degré de confiance à accorder au modèle. Donc nous allons découvrir quelques applications de la géostatistique, pas toutes et pas dans le détail, mais le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter à travers un cas d'étude pour voir des résultats, comment on peut travailler avec la géostatistique et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Comment toutes ces méthodes peuvent nous aider à interpoler des variables d'intérêt et comment l'interpolation des données auxiliaires nous aide à améliorer les interpolations et les incertitudes associées. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la géostatistique, elle nous permet toujours d'obtenir une carte ou un modèle 3D et l'incertitude, l'écart type qui est associé. D'ailleurs, vous pourrez me dire dans la partie questions si vous connaissez ou non la géostatistique. Si vous avez un niveau débutant ou un niveau élevé sur ces connaissances. Donc la théorie de la géostatistique est robuste et elle nous permet d'obtenir avec confiance et avec des moyens d'expliquer les cartes et les modèles des propriétés géotechniques et géologiques, bien entendu. On pourra travailler avec des variables catégorielles ou des variables numériques. Donc on va améliorer avec les outils géostatistiques la précision des cartes également en intégrant des données secondaires. Donc on verra dans notre exemple qu'est-ce qu'on peut intégrer comme variable auxiliaire et à partir de quel moment on peut les prendre en considération et qu'est-ce qu'elles nous apportent. Donc tout ceci, bien évidemment, dans le but de fournir des éléments d'aide à la décision. Donc ce webinaire, comme je vous l'ai dit, est basé sur une étude de cas réel, réalisée en partenariat avec le département géologie et géotechnique d'EDF, où la géostatistique a été appliquée pour analyser le risque géotechnique lié à la liquéfaction des sols. Donc, on va, dans cette étude, construire différents modèles à partir de différentes variables géotechniques et on verra les cartes résultantes en 2D et en 3D. Donc les variables que l'on va considérer ici, ce sont les vitesses des ondes de cisaillement, donc les VS, et les SPT, les essais de pénétration. Donc à partir de ces modèles géotechniques, on pourra également évaluer l'incertitude qui y est associée. Donc pour chacun des modèles, on verra comment travailler avec les incertitudes. Et le but final sera de réaliser une analyse du risque de la liquéfaction sur la base d'une valeur critique des SPT qui nous a été fournie par EDF en fonction du site et en fonction de leur connaissance des données. Donc, cette décision et cette analyse de risque va permettre de prendre des décisions sur la profondeur d'excavation qui est à réaliser
à différents endroits ou le renforcement du sol qui est nécessaire pour leur construction. Donc maintenant, quelques mots pour vous présenter le projet donc sur le site étudié. Donc ici, vous avez une représentation, une visualisation du site avec la localisation des différents sondages, des différentes données qui nous ont été fournies. Donc là, on voit qu'on a quand même pas mal de sondages. Il y a eu plusieurs campagnes de réaliser entre les SPT et les VS depuis 1975. Donc on verra également au niveau du contrôle de qualité des données, qui est la première étape et une des étapes les plus importantes dans une étude géostatistique, que l'on peut donner plus ou moins d'importance à différentes campagnes, étant donné que les méthodes des sondages ont évolué entre 1975 et aujourd'hui, par exemple. Donc, on a 350 forages, 5000 essais in situ et 5000 essais en laboratoire, avec 70 km de lignes sismiques. Donc, en plus de toutes ces informations, on a 2 informations ponctuelles sur ces sondages, les SPT et les VS. Donc, c'est là-dessus, sur ces données, que va se baser cette étude, mais bien évidemment, on peut prendre en considération toutes les informations auxiliaires qui sont disponibles pour toujours dans le but d'améliorer nos modèles et de réduire les incertitudes. Donc là, pour la première étape, le contrôle qualité des données. Donc la première chose que l'on va regarder, ça va être ce qu'on appelle une base map. Donc c'est la visualisation du site avec la localisation des données. Donc ici, on voit les différentes positions des sondages. En jaune, ce sont les sondages SPT et en vert, les sondages où nous avons des mesures VS. Donc, on peut voir qu'à certains endroits, on a les 2 mesures, ce qui n'est pas le cas partout. Et on voit également que le nombre d'échantillons pour les SPT est beaucoup plus important que le nombre d'échantillons pour les VS. Les informations donc extraites de ces cartes sont principalement sur la localisation. Ensuite, au niveau statistique, la deuxième chose que l'on va pouvoir regarder, ce sont les histogrammes pour voir si nous avons une distribution statistique symétrique ou non. Donc là, on voit que ce n'est clairement pas le cas pour les 2 variables, avec même la présence, dans les 2 cas, de valeurs extrêmes. Donc, on verra par la suite ce que ça peut induire. On appellera ça des outliers, possiblement. Et il sera très intéressant d'aller regarder à quoi correspondent ces valeurs, pourquoi on les utilise ou on ne les utilise pas dans la fabrication de notre modèle. Si on revient sur la localisation spatiale de nos données, on voit que les mesures SPT sont bien réparties. Comme je vous le disais, elles sont beaucoup plus nombreuses. Et l'autre information que l'on va regarder, puisque par la suite, on va vouloir utiliser toutes les données qu'on a en notre possession, c'est est-ce qu'on a une corrélation entre nos données SPT et nos données VS. Donc, c'est ce qu'on va voir sur ce qu'on appelle le crossplot, ici, où on représente toutes les données. Après, donc, dans le cadre rouge, on a mis ce qu'on appelle les outliers, donc les données qui sont le plus loin, qui tirent vers le bas notre corrélation. Et on va pouvoir étudier en détail pourquoi ces points ont des valeurs extrêmes, à quoi ça correspond sur le terrain et se poser concrètement les bonnes questions, à savoir est-ce qu'on les conserve, est-ce qu'on les conserve pas, est-ce que ce sont des erreurs de saisie, des erreurs de mesure ou des erreurs de positionnement ou tout autre type d'erreur qui peut être mis en évidence, donc justement au moment de ce QC. Donc là, on a parlé statistiques,
on a parlé corrélation et on a parlé de la position spatiale de nos données. Donc toutes ces informations, c'est vraiment ce qui va être le plus important dans notre étude géostatistique. Parce qu'en fait, la géostatistique, elle va se baser sur cette variabilité spatiale, justement, qui n'est pas prise en compte dans les autres méthodes. Donc, pour introduire un petit peu cette notion, quelques mots sur la géostatistique et l'analyse variographique. Donc, l'analyse variographique, c'est ce qui va nous permettre de construire notre modèle. Et la géostatistique est basée sur ce modèle expérimental du variogramme que je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc, la géostatistique peut intervenir avec très peu de sondages ou beaucoup de sondages, comme on a dans notre exemple, dans un cas des variables. L'estimation résultante du crigeage, donc le crigeage, c'est la méthode d'interpolation géostatistique, sera associée toujours à une carte d'écart type. Donc, c'est les deux résultats qu'on aura. On aura une carte d'estimation et une carte d'écart type. Et c'est à partir de cette carte d'écart type qu'on va pouvoir discuter et faire notre analyse de risque, puisque ça correspond à l'incertitude en tout point. Donc là, si on regarde, pour revenir en détail sur qu'est-ce que la géostatistique et comment ça fonctionne, le but, ça va être d'estimer un point que l'on ne connaît pas en fonction de deux échantillons où on a des valeurs et d'incorporer à cette estimation le comportement spatial du phénomène. C'est-à-dire que là, par exemple, dans un premier cas, si on y va en déterministe, on a des valeurs en échantillon 1, des valeurs en échantillon 2, et on cherche à estimer cet échantillon. À première vue, on y associerait plutôt la valeur de l'échantillon 2 ou une valeur proche de l'échantillon 2, étant donné que c'est l'échantillon le plus proche du point que l'on souhaite estimer. Mais on a l'information spatiale également à prendre en compte, c'est-à-dire que là, on voit avec la couleur, là, en gris-bleu, que notre échantillon 1 et notre échantillon 2, au niveau de leur localisation, sont plutôt dans la même tendance, alors que l'échantillon bleu, lui, est dans une tendance beaucoup plus foncée. Et du coup, la géostatistique va nous permettre de prendre en compte cette information également. Donc, on va, au moment de la construction de ce qu'on appelle le variogramme expérimental, prendre cette information en compte. Et c'est là toute l'importance de la géostatistique. On ne va pas prendre en considération que les informations, que les données, que la valeur des données en elles-mêmes. On va également prendre en considération la distance et la spatialisation de nos données. Donc, notre première information, ça va être le plan de position. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on a le positionnement de tous nos points et on va regarder, en fait, en fonction de différentes distances, la variabilité que nous avons entre les valeurs de ces points. C'est comme ça qu'on va construire notre nuage de points, ce qui correspond à notre deuxième graphique. Donc, là, on prend la distance, on prend la variabilité entre les deux points et on obtient ce point-là. On va faire la même chose pour tous les couples de points que nous avons sur notre plan de position. Donc là, on avait pris des points moyennement espacés. Si on prend les points qui sont les plus espacés dans notre plan de position, on va obtenir ce point. Une fois qu'on a construit pour tous les couples de points notre nuage de points qui correspond à ce graphique-là, nous allons pouvoir construire notre variogramme expérimental à partir de différents paramètres que l'on peut régler bien évidemment dans le logiciel et qui vont nous permettre d'obtenir cette courbe qu'on appelle le variogramme expérimental. À partir, en fait, de la réalisation de la moyenne sur certaines distances. Donc, tous ces paramètres, après, sont réglables et ajustables en fonction de ce que l'on souhaite obtenir et en fonction de nos données, bien évidemment. Donc, le variogramme expérimental, on peut le réaliser dans des directions bien définies ou le regarder en général, ce qu'on appellera l'omnidirectionnel. Donc là, dans notre exemple,
on va regarder en omnidirectionnel pour que ce soit plus simple et pour pouvoir vous présenter ce que c'est que la géostatistique. Donc là, on a notre modèle expérimental, donc la ligne en pointillé. Les chiffres qui sont associés à chaque point correspondent au nombre de points que nous avons pris dans notre espace, dans notre espace, pour pouvoir faire la moyenne et obtenir ce point. Et c'est comme ça qu'on a construit ce variogramme expérimental. Donc, une fois qu'on a notre variogramme expérimental, le but, ça va être d'y ajuster un modèle mathématique que l'on va utiliser après pour faire l'estimation. Donc, une fois qu'on a ajusté un modèle, donc le modèle ne passe pas forcément par tous les points, mais on essaye de passer au mieux pour ne pas surestimer ou sous-estimer au moment de notre estimation. Donc, ce variogramme modèle, il va être défini par plusieurs paramètres. Donc, la portée, le seuil, la pente à l'origine et l'effet de pépite. Donc, l'effet de pépite, ça peut correspondre soit à un bruit, soit à des erreurs de mesure qu'on sait caractériser et qui vont correspondre à toutes les données. Et ensuite, donc, notre seuil, notre portée et la pente à l'origine vont nous permettre de définir des structures mathématiques, sphériques, exponentielles, cubiques, qui vont être utilisées par la suite au moment du crigeage pour estimer en tout point, à partir des données, notre variable. Donc, la géostatistique donne une indication sur la qualité d'un modèle. Comme je vous l'ai dit avant, on va obtenir à partir du crigeage une carte ou un modèle 3D de notre variable ainsi que l'incertitude associée. Donc là, on revient à notre cas d'étude où on a réalisé donc la cartographie par crigeage de notre variable SPT. Donc là, on a notre carte d'estimation avec l'échelle de couleur correspondant et on a mis en évidence la zone que l'on souhaitait caractériser dans ce projet à partir du seuil qui nous avait été fourni par EDF, qui était le seuil critique à partir duquel ils avaient besoin de faire une excavation, étant donné que les valeurs en dessous, donc là de 15, allaient porter préjudice à leur projet. Donc là, on a l'estimation de nos SPT et la carte d'incertitude associée, l'écart type, avec une échelle de couleur. Cette échelle de couleur, si on est à 0, comme ici, eh ben, en fait, on est à notre point de data, à notre point de données, pardon. Donc, du coup, ça veut dire que nous sommes là où on a la donnée. On n'a pas d'incertitude à ce point-là, étant donné que le crigeage va respecter les données que nous avons. Ensuite, on voit qu'on a des zones beaucoup plus incertaines et c'est à partir de cette carte que l'on va pouvoir, par exemple, suggérer, si besoin, de faire des sondages supplémentaires. Ensuite, on a réalisé la même chose pour la variable VS. On a beaucoup moins de données de VS, donc notre carte est beaucoup plus incertaine, avec des grandes zones, avec une forte incertitude. Donc le but ici, ça va être de voir si on peut améliorer cette carte en intégrant toutes les données qui sont à notre disposition. Améliorer la précision et la qualité de notre estimation et de notre modèle. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on peut faire le cross-plot, ce qui nous permet de voir si on a une corrélation entre les données. C'est la condition sine qua non pour pouvoir utiliser les données aussi auxiliaires et faire du cocrigeage. Donc ici, on voit qu'on a une bonne corrélation. On est à 0,73 en considérant toutes les données. Et si
on enlève les données qui sont beaucoup plus éloignées de notre droite, on a un coefficient de corrélation de 0,78. Donc, on va pouvoir utiliser les données SPT comme mesure indirecte de la vitesse de l'onde, plus densément représentée dans l'espace, pour améliorer l'estimation de nos VS. Donc là, on parle vraiment de corrélation spatiale. Et on va obtenir ce genre de résultat. Donc là, pour rappel, la carte de crigeage de nos VS et la carte résultante de notre co-crigeage. Donc on voit qu'on a rajouté de l'information, qu'on a une carte beaucoup plus précise. Et si on regarde la carte d'incertitude, on a fortement réduit nos incertitudes dans les différentes zones. On a toujours une incertitude très faible au niveau de nos données et une incertitude plus importante, mais bien réduite par rapport au crigeage. Donc on voit ici que l'intégration de données auxiliaires nous permet d'améliorer notre modèle et de réduire nos incertitudes. Donc là, on voyait les résultats en 2D. Avec Isatis Neo, on peut également travailler en 3D et faire exactement les mêmes, appliquer les mêmes méthodes et obtenir des résultats du coup en 3 dimensions. Donc là, on a le résultat du crigeage dans cette partie-là et le résultat du co-crigeage ici pour nos SPT et nos VS. On voit du coup qu'on a bien plus de détails dans le cas du co-crigeage, ce qu'on avait déjà vu au niveau de la 2D et du coup ce qui se confirme ici. La géostatistique quantifie les risques. Donc comment on peut faire cette quantification du risque? On a plusieurs risques qui vont se référer à 2 notions fondamentales. L'anticipation d'un incident, donc ici, dans notre cas d'étude, ça sera la liquéfaction, et la mesure locale de la probabilité de dépasser un seuil physique critique. La géostatistique va nous permettre de répondre et de traiter ces problématiques pour l'analyse de risque à partir de ce qu'on appelle les simulations géostatistiques. Donc, comment fonctionnent les simulations? Donc là, ici, vous voyez plusieurs cartes résultantes qui sont toutes des cartes possibles. Contrairement au crigeage qui fournit la valeur la plus probable là où on n'a pas de mesure, les simulations vont produire une série de valeurs qui correspondent à autant de scénarios équiprobables possibles du paramètre. Et à partir de là, on va pouvoir faire des probabilités pour notre variable. Dans tous les cas, on va respecter la distribution statistique des données. Donc en fait, on part du même modèle de variogramme, du même modèle mathématique que l'on aura construit, et on va estimer en chaque point, en restant dans notre carte d'incertitude, les différentes possibilités que nous avons d'obtenir une valeur ou une autre en un point. Donc dans notre cas, on a réalisé une centaine de simulations et on a regardé le risque de liquéfaction basé sur le critère DSPT inférieur à 15. On calcule le nombre d'occurrences où SPT est localement supérieur à 15 sur nos 100 simulations et on va donc obtenir la probabilité de dépasser ce seuil. Et on va pouvoir le cartographier en 2D et en 3D, faire des calculs de volume et voir concrètement quelles sont les zones à excaver en fonction de notre seuil. Donc là, on parle d'un paramètre bien précis. C'est valable
pour la lithologie, où on va pouvoir construire des enveloppes avec différentes proportions et savoir quelle proportion on a de tel ou tel faciès. Et suivant les variables avec lesquelles on va travailler, on va pouvoir réaliser bien évidemment différentes cartes. Donc là, ce que l'on peut voir sur cette carte, c'est vraiment qu'on a différentes zones en fonction de différents seuils et que les simulations ne nous donnent pas du tout les mêmes résultats que le crigeage. Parce que si vous vous souvenez, sur la première carte que je vous montrais de l'estimation, c'était en rouge ici, vous aviez les résultats de notre crigeage. Alors que si on regarde sur les résultats ici des simulations, on va pouvoir déterminer plus précisément certaines zones et en écarter d'autres. On a vu la représentation en 2D, on a exactement la même possibilité sur la 3D. Donc là, on a représenté en rouge les sondages qu'on avait déterminés avec des valeurs inférieures à 15 et supérieures à 15 directement ici. Et on voit du coup clairement quelles vont être les zones à excaver et où est-ce qu'on a un risque de liquéfaction trop fort par rapport à ce que l'on souhaite faire. Donc, en conclusion, on voit facilement les valeurs ajoutées de la géostatistique avec des cartographies objectives, toujours basées sur les données qui nous sont disponibles, auxquelles on va rajouter les informations sur les structures spatiales à partir de la construction du variogramme et des mathématiques. Donc ça, c'est pour aider les géotechniciens à justifier et à sécuriser leur conception. À partir du logiciel d'Isatis Neo, on va pouvoir produire également donc les cartes d'erreur d'interpolation qui vont être associées aux valeurs interpolées, ce qui va nous permettre d'identifier les zones sous-informées et les zones où on a besoin d'intervenir. Donc, quelles que soient les méthodes utilisées en géostatistique, crigeage, co-crigeage, simulation, etc., on aura toujours les données comme centre d'intérêt et c'est les données toujours qui vont conditionner les résultats. Et les données sont bien évidemment respectées. À partir de toutes ces informations et de toutes les représentations graphiques que l'on peut faire des résultats mathématiques, on va pouvoir faire une analyse de risque, la représenter visuellement. Donc, on pourra avoir quelque chose de plus concret, si l'on le souhaite, que ce genre de carte avec uniquement du rouge, du bleu et les zones d'incertitude. Et permettre d'optimiser ainsi nos volumes et nos zones d'excavation. Chez GeoVariance, on est éditeur de logiciels, donc on fabrique le logiciel, donc on va pouvoir vous aider. On a les informaticiens et les consultants qui vont pouvoir vous aider à mettre en œuvre ces techniques, donc à construire un workflow, à mettre en place des routines que vous pourrez en fait mettre à jour en fonction des données. Donc par exemple, on peut mettre un modèle en place aujourd'hui, voir les résultats et si des sondages sont faits dans 1 an ou dans 2 ans, rajouter les résultats de ces sondages, refaire exactement le même workflow, les mêmes calculs et voir l'impact sur notre modèle de ces nouveaux sondages, voir s'ils nous ont servi à quelque chose ou pas, quelles informations supplémentaires ils nous apportent. Et on a également la possibilité, donc pour ceux qui touchent un petit peu plus au langage informatique, de travailler en Python et de rajouter toutes les informations ou tous les algos que l'on souhaite directement dans Isatis pour améliorer
toujours nos estimations. Donc, pour finir ce webinaire, je voudrais vous parler en quelques mots de GeoVariance. Donc, comme je vous le disais, on est éditeur de logiciels, fournisseur global, puisqu'on a les développeurs et les consultants qui travaillent ensemble et du coup qui peuvent aider sur tous les projets à mettre en place la géostatistique. On a été créé en 1986, donc ça fait maintenant quelques années d'expérience en géostatistique et développement logiciel, et on travaille en partenariat avec le Centre de géostatistique de l'École des mines de Paris et également d'autres universités comme Neuchâtel en Suisse, avec les experts techniques, ingénieurs d'études et les développeurs logiciels. Le siège est situé à Fontainebleau, en France, et on a également des bureaux au Canada, au Brésil, au Chili et en Australie. Donc, dans ces bureaux, plus principalement dans le domaine minier, mais de plus en plus, on se tourne vers la géotechnique et les mines nous demandent de faire des études sur la géotechnique pour savoir justement évaluer les risques de leur mine et savoir comment ça se passe. Donc juste quelques mots si vous souhaitez en savoir plus, apprendre un peu plus qu'est-ce que c'est que la géostatistique. Donc on fait plusieurs types de formations. Les prochaines sessions publiques sont sur l'analyse de données et la cartographie, donc au mois de septembre, et un petit peu plus poussé, on a sur les simulations une formation également au mois de septembre avec l'université de Neuchâtel sur les MPS, donc qui est une méthode de simulation qui utilise les images d'entraînement. Donc, on peut également faire des formations sur Python pour vous aider à intégrer le Python dans vos workflows et des formations sur le logiciel directement pour vous aider avec vos données à utiliser Isatis Neo. Voilà, j'en ai fini avec ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, vous pouvez me contacter directement par email ou par téléphone. Il n'y a aucun souci, on peut revoir en direct et vos projets personnalisés et répondre à toutes vos questions. Donc une question sur le coquerillage. Alors qu'est-ce que le coquerillage des valeurs auxiliaires fait exactement? Eh ben, en fait, il prend l'information et en fonction de la corrélation qu'on a entre les données, il prend les valeurs, il va regarder la corrélation spatiale entre toutes ces données et du coup, il va nous permettre, en rajoutant de l'information, de caractériser, de déterminer avec plus de précision la valeur exacte et du coup, de réduire l'incertitude. Donc après, sans rentrer dans le détail mathématique des choses, on va travailler sur les matrices et regarder tous les rapports de variabilité entre les données elles-mêmes, entre les données et les valeurs auxiliaires, d'autre part.